Bonsoir à tous. La campagne, un magnifique endroit, souvent bien paisible. Des centaines de gens par an viennent se réfugier pour éviter l'insécurité des grandes villes telles que celle de Paris. Nous allons découvrir ce soir que ce n'est pas toujours le cas. Ce soir, nous allons parler de la vie de la petite Agnès Marin, une jeune fille disparue trop tôt, violée et assassinée au sein même de son établissement scolaire soi-disant d'élite, et ce, en grande partie à cause de l'État. C'est une nouvelle émission, c'est un nouveau JTR. Nous sommes en novembre 2011 dans un collège-lycée privé de Haute-Loire, plus précisément Chambon-sur-Lignon. Ce collège, c'est le Cévenol, établissement d'élite accueillant des jeunes du monde entier. Nous sommes un mercredi midi. Les élèves déambulent, sortent des cours ou de la cantine. Il n'y a pas classe l'après-midi. Il leur faudra donc aller en ville pour passer un peu de bon temps. Il n'y a pas grand-chose à faire car nous sommes un peu loin de tout, mais c'est toujours mieux que de rester au sein de l'établissement. Ils ont très peu de temps et il faudra qu'ils rentrent à 16h30 précise pour commencer leur étude. C'est précisément à 16h30 que l'on se rend compte qu'Agnès Marin n'est pas rentrée. On attend un peu, 17h, toujours aucune nouvelle. Ce sont d'abord ses amis, puis la direction tout entière qui commence à s'inquiéter. La conseillère d'éducation décide d'appeler une amie d'Agnès, Estelle, qui vit en ville, non loin de l'établissement. Celle-ci lui confirme qu'elle a passé l'après-midi avec son amie et qu'elles se sont quittées à 16h30, place de la Fontaine. Je décroche le téléphone, j'entends la voix de Josiane et elle me demande où est Agnès. Du coup, je lui dis qu'elle vient à peine de remonter. L'établissement est un peu interloqué. La place de la Fontaine, ce n'est pas si loin de ça de l'établissement. Où est-elle donc passée ? 19h, la nuit tombe. Aucune nouvelle d'Agnès. Donc là, on s'inquiète vraiment très fort. On appelle la gendarmerie, c'est ma collègue qui l'a fait. Et les gendarmes viennent très rapidement. Celle-ci décide d'organiser les fouilles des environs, fournissant lampes torches aux professeurs, surveillants et à tout élève volontaire, les environs étant surtout des bois. Après des heures de recherche dans les bois et la ville, aucune trace. Et il est minuit passé. Les effectifs vont être réduits car les élèves et certains surveillants vont devoir rentrer à l'internat. Ces élèves d'ailleurs, ils angoissent. Ils se demandent où est leur ami. Et très vite, des commérages commencent à se faire savoir. Il paraît qu'Agnès a un petit ami sur Paris, plus âgé. Peut-être qu'il est passé la voir ? Voici ce qui se dit au sein des dortoirs pendant toute la nuit. Dès le lendemain, les parents d'Agnès arrivent sur place et les gendarmes reprennent les recherches à la première heure. Les gendarmes continuent leurs recherches, rejoints par un hélicoptère. Les élèves, quant à eux, angoissés par la disparition de leurs camarades, n'ont pas cœur à reprendre les cours et continuent à participer aux recherches. Ils crient son nom dans les bois. « Agnès, où es-tu ? Agnès !» Certains élèves continuent leurs recherches et à crier le nom d'Agnès dans les bois. Pendant ce temps, d'autres vont faire des révélations troublantes aux gendarmes. Il paraîtrait que Agnès aurait été vue dans l'après-midi à l'orée des bois à la recherche de champignons hallucinogènes. Seulement, tout cela ne tient pas, puisqu'Agnès a passé l'après-midi en ville avec son amie Estelle et sa disparition n'a eu lieu qu'à 16h30. Sauf que cette histoire prend une tournure terrifiante. Estelle, l'amie d'Agnès, voyant que son amie ne faisait absolument pas surface, décide de contacter les gendarmes. Elle a menti. Agnès n'était pas du tout avec elle ce jour-là. Elle lui a simplement envoyé un SMS en lui disant de la couvrir et de dire qu'elle était avec elle si quelqu'un poserait la question. Pourquoi ? Juste au cas où. Et ensuite, pas de réponse. Estelle a alors pensé qu'Agnès avait tout simplement plus de batterie et elle a couvert son amie. Cela devient donc extrêmement compliqué. Agnès ne répond pas au téléphone et surtout, pourquoi a-t-elle menti ? Pourquoi a-t-elle demandé à son amie de la couvrir ?
Et surtout, où est-elle? Les gendarmes demandent à la famille de prendre contact avec les médias pour diffuser massivement l'affaire et chercher de potentiels témoignages. Tous ceux qui vous regardent, qui nous écoutent, doivent regarder le visage de ma fille. Elle est quelque part, tout près ou loin. Elle est quelque part et nous attendons de l'aide. Nous avons besoin d'aide. Il n'y a pas de petite information. Il n'y a que des pièces pour reconstituer l'agenda, le calendrier, les gens qu'elle a vus, les endroits qu'elle a visités. Comme l'a dit le procureur Pagis, on essaye de comprendre ce qui s'est passé. Et on a besoin de vous pour le comprendre. Pour les parents, vous savez, le temps s'est arrêté. Vous avez une montre, pour nous, on n'a plus de montre. La seule chose qu'on attend, c'est de voir notre fille. Et tous ceux qui nous écoutent, tous les parents le savent. Si vous avez vu quelque chose, alors vous faites le 17. Appelez les gendarmes. On est assez tôt dans l'enquête pour que ça puisse être efficace. En parallèle de cela, les enquêteurs se demandent qui était Agnès Marin et comment est-elle arrivée dans cet établissement, le Cévenol, à Chambon-sur-Lignon, si loin de sa ville natale de Paris. Ils découvrent qu'Agnès est loin d'être une gentille petite fille. Celle-ci a été en effet renvoyée de son établissement scolaire car elle répondait aux enseignants, fumait dans la cour, se fabriquait de fausses attelles pour échapper aux cours de PS. Bref, typiquement une jeune fille en désespoir scolaire ayant besoin d'ordre, de sécurité et de discipline. Voici donc comment elle a atterri au Cévenol. Les enquêteurs apprennent alors qu'Agnès, malgré le fait qu'elle se soit bien intégrée et ayant des amis, ne s'est pas calmée. Elle fume, et pas que du tabac. Les gendarmes se rendent compte d'ailleurs que dans cet établissement soi-disant d'élite, des joints circulent de partout, ça fume dans tous les coins. On apprend également, selon les dires de certains élèves, qu'un jeune homme serait rentré un peu plus tard, comme Agnès, et celui-ci aurait des griffures au visage. Il aurait dit à certains s'être fait ses blessures en tombant dans des ronces et à d'autres sur des graviers. Les gendarmes veulent absolument interroger ce jeune homme. Il se nomme Mathieu, c'est un élève de 17 ans de la zone lycée de l'établissement Cévenol. Pendant qu'il l'interroge, celui-ci a un comportement étrangement détaché. Les gendarmes lui demandent la raison de ces marques. Celui-ci répondra amusé. Je suis allé fumer un joint. Ça faisait longtemps que j'avais pas fumé. Ça m'a défoncé, un véritable bad trip, et je me suis cassé la gueule. Les gendarmes n'arrivent pas à cerner la personnalité de ce jeune homme. Il n'arrête pas de changer de version, il fait le yo-yo. Il lui demande alors s'il a vu Agnès ce jour-là. Celui-ci répond que oui, il l'a bien vue en ville, un instant. À première vue, elle attendait quelqu'un, venant de Paris. Les gendarmes décident tout de même de passer les noms et prénoms de ce Mathieu au fichier interne de la police. Et rien. Il est blanc comme neige. Cependant, les enquêteurs croient dur comme fer que celui-ci cache quelque chose. Ils décident donc de le mettre en garde à vue, pour voir. Le gros dispositif de recherche déployé depuis ce matin n'a rien donné pour l'instant, mais un lycéen de 17 ans est en garde à vue. Il aurait des griffures sur le visage et il aurait reconnu s'être promené dans un bois avec l'adolescent. Ils en profitent pour faire une perquisition dans sa chambre. Ils y trouvent un jean taché. Des taches rougeâtres ressemblant fortement à du sang. Pendant un long moment en garde à vue, accompagné de son avocate, Mathieu ne change pas de version. Et quand on lui demande pour les taches sur ce fameux jean, il répond que c'est de la boue quand il est tombé. Et le sang, eh bien c'est le sien. La nuit passe pour le jeune homme en garde à vue. Celui-ci a le temps de réfléchir, sur son matelas glacé, avec la lumière du néon toujours allumée et toujours plus aveuglante. Le lendemain, à la reprise de la garde à vue, celui-ci donnera une nouvelle version aux enquêteurs, un peu plus troublante. On est allé fumer du shit ensemble dans les bois. Puis on s'est embrouillé. Elle m'a accusé d'avoir volé du tush, mais c'est pas vrai. Ensuite, elle m'a demandé de l'aider à trouver des champis, ce qu'on a fait. On a fumé un gros pétard, mangé un champi chacun. Je me suis senti mal. J'ai vomi et je suis tombé dans les pommes. J'ai dû me réveiller vers 15h30, 16h. Elle était plus là. Du coup, je suis rentré. Je pensais qu'elle aussi. Quand les gendarmes lui demandent pourquoi il a menti, celui-ci répond juste qu'il ne sait pas. Du shit et des champis? Seulement voilà. Le problème, c'est que Mathieu ment. Il ment encore. Des analyses toxicologiques ont été effectuées lors de sa première mise en garde à vue. Et elles le démontrent. Aucune trace de drogue, ni de joint, THC ou champignons de toutes sortes sont dans son organisme. Il ment. Et bien sûr, comme il sait que son histoire ne tient pas la route, il en change encore. On s'est disputé, je l'ai poussé dans le ravin. C'est alors que son avocate intervient, faisant cesser l'interrogatoire. Et
contre toute attente, on apprend qu'au lieu de demander à son client de se taire, comme le veut le protocole, celle-ci donnera de tout autre argument. Je lui dis, Mathieu, si on va sur les lieux, est-ce que tu es capable, même s'il fait nuit, est-ce que tu es capable de nous montrer l'endroit où tu t'es disputé avec elle? Et est-ce que tu es capable de nous l'indiquer? Et là, il va accepter. C'est donc en fin de journée, à 17h, que Mathieu et les gendarmes arrivent aux abords de ce fameux ravin. Il est ensuite ramené à la brigade, tandis que les gendarmes commencent à arpenter le ravin et les bois qui l'entourent à la recherche d'Agnès. C'est difficile d'accès. Ils marchent sur des branches, contournent des troncs d'arbres et cherchent. L'un de mes gendarmes sur ma gauche se met à crier dans la forêt. Le salaud. Et s'il a crié, c'est parce qu'Agnès est là. Elle est à genoux sur le sol, à moitié nue, face contre terre, pantalon à la cheville, et pire encore, elle est partiellement brûlée. Pour les enquêteurs, pas de doute. Il a violé, puis tué. Les parents sont immédiatement prévenus et les gendarmes repartent chercher Mathieu, toujours en garde à vue. Celui-ci, depuis sa cellule, savait pertinemment que les gendarmes allaient venir le chercher, puisque c'est lui qui l'a conduit pratiquement au corps de la jeune Agnès. Il décide donc alors de tout avouer. Ils se sont bien disputés, mais il aurait été pris soudain d'une pulsion. Il lui a sauté dessus, l'a bâillonnée, l'a violée et l'a frappée jusqu'à ce qu'elle ne bouge plus. Il aurait ensuite trouvé de l'essence à briquet pour Zippo dans le sac d'Agnès. Il aurait décidé de l'asperger, de la brûler et de rentrer comme si de rien n'était. Agnès a donc subi de nombreux coups violents, portés au ventre et visage, a été violée avant de succomber à ses blessures et être brûlée. Cette affaire est déjà terrible, affreuse même, me direz-vous. Malheureusement, cela ne fait que commencer. C'est bien le lendemain, lors de la rencontre du père de Mathieu et du procureur, que les choses vont s'empirer et que les enquêteurs vont apprendre une nouvelle des plus terrifiantes. Il avait violé en août 2010 une jeune fille qui était une de ses camarades de classe. Il a été écroué par le juge d'instruction pour ce viol sous menace d'une arme. Il a effectué 4 mois de détention provisoire. Oui, vous avez bien entendu. Ce jeune homme est un récidiviste. Il a déjà été écroué pour un viol passé. Il aurait été placé au Cévenol en attente de son procès. Un internat en pleine campagne, avec très peu d'effectifs policiers, sans aucun suivi, sans prévenir personne. Comment cela a-t-il pu arriver? Voici les informations recueillies à ce sujet sur le pourquoi et comment cela s'est-il produit. Les parents du jeune homme, bien que conscients du risque, ne supportent pas de le voir en prison. Il n'a que 15 ans. Ils décident donc de se battre, accompagnés de leur avocate, pour sa libération. Et pour ce faire, ils cherchent des établissements. Ils cherchent dans toute la France un établissement pouvant le prendre en charge et pouvant lui donner un suivi psychologique dont il aurait besoin. Seulement, ils ne trouvent rien. Personne ne veut de ce jeune homme. Un violeur dans un établissement scolaire avec des adolescents? Non, personne n'en veut. Jusqu'au Cévenol. Eux, ils acceptent, sans trop poser de questions. Simplement, il faut payer les droits d'entrée. En attendant, les résultats de l'analyse psychologique de Mathieu apparaissent au grand jour. Et voici ce qu'ils contiennent. Mathieu ne souffre d'aucune pathologie. Il a bien intégré en prison la réalité. Il entame un travail d'autocritique sur ses conduites à risque qui nous semble sincère. Il s'ensuit la dernière phrase de ce rapport que je vais vous lire, notée noir sur blanc. Nous considérons que cette personne n'est pas dangereuse et qu'elle est curable et réadaptable. Voilà donc le bilan d'un brillant psychiatre ayant fait certainement la plus grosse erreur de sa vie, menant directement à la libération du jeune Mathieu et nous menant indubitablement au drame que nous connaissons et que nous suivons aujourd'hui. De plus, le juge aurait pu également être alarmé par la simple réponse du jeune homme à une question. Jeune homme, pensez-vous recommencer? À l'époque, le jeune homme utilisera une phrase très particulière. Il dira que non, car il n'en aurait pas le courage. Je crois qu'on est tous passés à pieds joints dessus. Personne ne l'a enregistré comme un signe d'alerte. Personne ne l'a enregistré comme un signe d'alerte. Moi, la première, je ne l'ai pas enregistré comme un signe d'alerte. Et cette réponse, je n'en ai pris conscience qu'à la lumière des seconds faits. Vous imaginez utiliser le terme courage pour un acte aussi affreux et sordide? Mais non, personne ne l'arrête
tout le monde pense que tout va bien. Et le jeune homme est libéré avec la simple contrainte de suivre un examen psychologique suivi par un psychothérapeute en attente de son procès. Nous retournons en 2011 au moment des faits. Les enquêteurs sont surpris, choqués et écœurés par ces découvertes. Ce jeune homme n'aurait absolument pas dû être en liberté. De plus, nous apprenons quelque chose d'encore plus terrifiant à la suite des analyses retrouvées sur les portables de Mathieu et de la jeune victime. Celui-ci a choisi Agnès. Il l'a attirée par le biais de SMS dans un piège. Tout était prémédité. Il est donc arrêté pour viol et assassinat. Pas pour meurtre, assassinat. C'était prémédité. Et tout ça, c'est bien beau. Mais Agnès, 13 ans, est à la morgue. 9 jours après le drame, une marche blanche pour la victime est organisée et les langues se délient. En tête de cortège, les proches d'Agnès, dans leurs mains, un dessin du visage de leur amie disparue. Et une banderole, Agnès, une nouvelle étoile dans le ciel. C'est lamentable, c'est inadmissible de faire ça à une lycéenne, à une jeune. Il mérite que la mort, quoi, c'est tout. Moi, j'aimerais qu'il soit devant moi, là. Ah, moi, je le tue, moi. Et il n'y a pas de pitié pour des gens comme ça. Moi, je trouve inadmissible, en fait, qu'on puisse avoir permis à un jeune qui avait des antécédents d'agression sexuelle à être scolarisé dans un internat mixte. Parce que, voilà, ça pouvait recommencer. Je veux dire, une personne qui l'a fait une fois, elle peut... on n'est pas à l'abri qu'elle récidive. Effectivement. Maintenant que les responsables de la liberté de ce jeune violeur au sein de cet établissement a été mis en lumière, il allait maintenant savoir quel était le degré de responsabilité de l'établissement Sevenol dans toute cette affaire. Était-il au courant? Et si oui, pourquoi avoir pris un tel risque au sein même de son établissement mixte? La réponse est simple. Oui, il savait que Mathieu sortait de prison. Mais pourquoi? Ça, il ne le savait pas. Pire encore, il n'a pas jugé utile de le demander, comme il l'assume pleinement lors de son passage sur Europe 1. Je m'interdis d'aller au-delà. Je m'interdis de rentrer dans toutes les erreurs des jeunes. Sinon, ils se voient taxés d'un regard qui les empêche de partir de l'avant. Je ne suis pas là pour replonger un élève dans son passé. Je suis là pour essayer avec lui de trouver une solution d'avenir. Enfin, j'ai toujours bâti ma carrière professionnelle de chef d'établissement autour de cette idée. Il faut qu'on donne une chance à des jeunes. Une réponse bien simple, peu convaincante, que certains diront même à raison, dangereuse. Mensonge qu'il finira par avouer lors d'une confrontation avec le père de Mathieu. Il savait qu'il s'agissait d'un problème d'agression sexuelle. Dans un premier temps, le directeur n'admettra pas avoir été avisé précisément. Et finalement, en présence du père de Mathieu, conviendra qu'on lui a parlé d'agression sexuelle, mais pas de viol. Mais il l'a tout de même accepté. Pourquoi? Eh bien tout simplement car ce que les gens ignorent dans le village, c'est que l'établissement Sevenol, il est au bord du gouffre financier. Il ne fonctionne plus, il perd son prestige. Il fallait donc avoir un élève de plus, avoir de l'argent qui rentre dans les caisses. La vie d'Agnès n'aura valu que quelques milliers d'euros pour sauver un établissement proche de la faillite. Cette affaire n'en finit plus. Des horreurs ne cessent d'arriver et nous avons maintenant le résultat de l'autopsie de la jeune Agnès Marin. Et Mathieu, encore une fois, a menti sur le déroulement des faits. Voici donc la reconstitution la plus probable suite aux analyses de l'autopsie. Si vous êtes quelqu'un de sensible, je vous conseille d'avancer un petit peu le timecode pour ne pas écouter ceci. Le jeune homme n'a pas seulement battu Agnès, pour ensuite la tuer. Il lui a en fait infligé 17 coups de couteau et l'a violenté de façon extrême. En effet, ses 2 fémurs sont cassés, ainsi que son humérus gauche et son avant-bras gauche. La scène a dû être d'une violence inouïe. Un véritable massacre. Agnès est enterrée le 26 novembre, jour qui aurait dû célébrer son 14e anniversaire. Le procès de Mathieu, lui, aura lieu 2 ans après les faits. Il est alors jugé pour son premier viol et pour l'assassinat et le viol de la jeune Agnès Marin. Suite à la demande des familles, le président de la Chambre décidera de faire
un huis clos partiel, c'est-à-dire que les journalistes sont invités pendant une partie de l'audience. C'est un cas sans précédent dans le cadre d'une affaire de jugement sur une personne mineure. Les journalistes décriront l'adolescent comme un monstre au visage d'ange, une belle coquille vide sans aucune émotion. On l'a bien coiffé pour qu'il paraisse gentil, on lui a mis de grosses lunettes, bon. Et c'est tellement horrible que je regarde ailleurs. Pendant un jour, au moins un jour, j'arrivais pas à regarder là. Ce procès aura été une succession de fautes lourdes et en voici les principales. Souvenez-vous, Mathieu, lors de son premier début de procès, avait été contraint de suivre un suivi psychologique et ce, par un thérapeute. Eh bien, il en a eu une et celle-ci s'est avancée à la barre afin de témoigner. Là, c'est un gros problème. Elle est lituanienne et personne ne comprend ce qu'elle dit. Elle baragouine un français incompréhensible. Le juge, complètement effaré, lui demande alors comment peut-elle exercer correctement son métier de psychothérapeute en parlant aussi mal notre langue. Celle-ci répondra simplement « Je fais comme je peux ». Donc on réalise qu'elle parle très mal le français et on réalise que quelques mois auparavant, elle le parlait encore un peu moins bien et que quand elle a eu Mathieu en face d'elle, la communication a dû être plus que compliquée. Et en tout cas, le soin qui était prodigué à Mathieu a dû s'approcher du zéro. Le jeune homme a ensuite été suivi par un psychiatre du Chambon-sur-Lignon et l'on apprend qu'il n'a aucune compétence dans le domaine de l'agression sexuelle et du viol. Aucune! C'est ensuite au tour de l'éducatrice de la protection judiciaire de la jeunesse de venir témoigner à la barre. Celle-ci était censée suivre Mathieu quotidiennement et nous apprenons qu'elle ne l'a vu qu'une fois. Une seule fois. Bon, alors, vous avez vu le directeur, puisque vous deviez voir le directeur d'un côté et l'élève, le garçon qui était sous contrôle judiciaire, donc, puisqu'il était en liberté. Elle lui dit non. Ah bon, pourquoi? Eh bien, parce que quand je suis arrivé, ça avait été organisé, hein, ça fait peur. Quand je suis arrivé, on m'a dit que je ne pouvais pas voir le directeur parce que le directeur dirigeait un carnaval qui avait lieu à l'intérieur de l'établissement. Donc, pas le voir. Ah. Vous y êtes retourné? Non. Pourquoi? C'était loin. C'est pas surréaliste, ça? C'est une affligeante mascarade avec un déroulé de soi-disant professionnels de la santé ou de la justice plus incompétents et inconscients les uns que les autres. En réalité, ce jour-là, on apprend que aucun des maillons de la chaîne n'a fonctionné. Mais réellement, aucun. La cerise sur le gâteau provient du psychiatre qui avait rédigé le rapport lors du premier procès du jeune homme. Celui-ci répond simplement qu'il ne comprend pas. C'est la première fois qu'il se trompe. Il ne s'est jamais trompé. Voilà sa seule réponse. Comme s'il n'avait pas conscience que seule son erreur a coûté la vie à une enfant de 13 ans. S'il avait été un homme et qu'il aurait dit oui, je me suis gouré. D'ordinaire, je travaille mieux. Là, c'est épouvantable, la responsabilité que j'ai. Car effectivement, il a une sacrée responsabilité. Il n'a jamais osé dire ça. Et est-ce que le ciel lui serait tombé sur la tête à lui? Non. De plus, il s'avère que d'autres médecins ont étudié le cas de Mathieu et que son trouble était facilement identifiable. Il s'agit en fait de ceci. Mathieu souffre d'un trouble psychotique, paranoïde de type schizoïde, c'est-à-dire qu'il est atteint de schizophrénie. Il décide même que ce jeune homme est accessible à une sanction pénale, comme s'il s'agissait d'un sociopathe n'ayant aucune émotion ni aucun remords. Ce qui m'a frappé, c'est son regard. Aucune émotion, aucun regret, aucun affect. À un moment, je me suis dit, mais c'est pas un être humain, c'est un serpent. On est en train de le juger. L'enjeu, c'est une peine d'emprisonnement perpétuel, donc c'est pas rien. Et puis il nous demande quand est-ce qu'on mange. L'avocate générale réclame 30 ans de réclusion criminelle.
Il sera finalement condamné à la prison à perpétuité avec un suivi psychologique et un traitement contre sa schizophrénie. Le verdict est reçu avec des applaudissements tellement élevés que le président de la Chambre est obligé de calmer la salle. C'était important de mettre cet individu à l'abri de toute tentation et encore une fois, loin de le mettre à l'abri de vos enfants. Et voilà, une certitude, c'est qu'il a été éloigné. Voici donc la fin de cette affreuse histoire qui aura été une succession d'erreurs et de négligences causées par l'État, qui celui-ci aura été condamné à verser 180 000 € de dommages et intérêts à la famille de la petite Agnès Marin. Une compensation fortement légère pour une famille brisée par le départ soudain et affreux de leur enfant. Ce jeune homme n'aurait tout simplement dû jamais sortir de prison. Quant à moi, je vous laisse avec la réflexion certaine qu'encore une fois, la justice n'aura pas su protéger ses citoyens et protéger ses enfants. Je vous dis à bientôt dans un nouveau JTR. Quand nous sommes confrontés au mal absolu, nous avons du mal à penser que le mal existe. Et donc, l'excuse de la folie nous rassure. L'homme qui tue de cette manière aussi atroce, aussi gratuite, s'il est fou, c'est bien. Ça nous rassure sur l'humanité. S'il est conscient et s'il est pervers, ça nous fait peur. Parce que là, nous sommes en présence de l'incarnation du mal gratuit. Mais je ne pense pas qu'il soit fou. Il est conscient, il sait ce qu'il fait, il sait différencier le bien et le mal, il sait ce que c'est que la souffrance qu'il occasionne. Oui, il est responsable.